Alors, Charles Taylor est probablement, je dirais, le philosophe et au-delà, même peut-être la personnalité académique la plus connue internationalement du Canada. C'est quelqu'un qui a fait des études d'histoire, de philo, de sciences politiques et qui a très tôt, qui s'est donné comme tâche, ni plus ni moins, d'offrir à la modernité occidentale une sorte d'interprétation d'elle-même. Disons, d'essayer de montrer que dans les formes politiques, dans les formes sociales, dans les formes morales que nous avons adoptées dans la modernité occidentale, il y a des valeurs, il y a, disons, des idéaux dont nous ne sommes pas toujours conscients et qu'il voit donc le rôle du philosophe comme étant de représenter à son lecteur, disons, les visions les plus idéales et donc les plus nobles, les plus inspirantes des formes politiques, sociales, légales dont nous avons hérité de notre modernité. Alors, Daniel Weinstock, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université McGill et je dirige également un institut qui s'appelle l'Institut des politiques publiques et de santé. Alors, Sources of the Self, qui est un peu le livre, je dirais c'est un livre charnière dans l'œuvre de Taylor. C'est le livre où Taylor se dit, après avoir écrit énormément d'articles sur des questions quand même importantes, où il s'attaque, disons, au relent de cette vision très naturaliste, positiviste, il se dit, maintenant il est temps d'aller rechercher, d'aller retrouver, d'aller retracer les origines historiques dans notre tradition philosophique, mais également théologique, littéraire, etc., de la vision alternative de l'être humain comme étant un être fondamentalement motivé par sa quête de sens, dont il a traité dans ses autres ouvrages. Donc, c'est un livre qui se présente comme, entre autres, une vaste fresque historique qui essaye de montrer que l'individu, qui est en quelque sorte au cœur de nos systèmes politiques, de nos systèmes légaux, même de notre art. Quand on pense au roman, le roman est avant tout la forme littéraire donc marquante là, de la modernité. L'individu est au cœur de notre modernité. Il y a des formes dévoyées de l'individualisme qu'on voit autour de nous à tous les jours. L'individualisme comme étant le refus des valeurs, l'individualisme comme étant le refus de l'autre, l'individualisme comme se réduisant à l'égoïsme. Et ce que Taylor veut nous montrer, c'est que l'individualisme naît de sources historiques qui ont mis l'individu en quelque sorte au sommet des systèmes moraux, des systèmes politiques, des systèmes juridiques, non pas pour faire l'apologie de l'égoïsme, mais au contraire pour permettre à cet individu motivé par sa quête de sens de se réaliser. J'ai été formé un peu comme philosophe, un peu comme historien, mais en revenant de mes études à l'étranger, en l'occurrence à Paris et à Oxford, le seul poste que je pouvais trouver, c'était dans un département de sciences politiques. Ça avait un sens très clair parce qu'il y a toujours des cours sur la théorie politique, l'histoire, Platon, etc. dans des départements de sciences politiques, donc j'avais ma place là-dedans. Mais on ne pouvait pas ne pas s'intéresser à ce que faisaient les autres collègues. Par exemple, politique comparative, ils essayaient d'étudier la démocratie en Occident, dans différents pays, etc. Et leur façon de procéder m'a semblé finalement absolument impossible, caduque, parce qu'ils traitaient ça comme si c'était la géologie, comme si les mêmes concepts pouvaient s'appliquer à la démocratie américaine, indienne, allemande, etc. Et moi, j'étais persuadé que les sociétés humaines sont formées, déformées, reformées par les différences de culture. Alors, ce genre de généralisation, comme si c'était une loi de la nature, ne marchait pas. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas convaincre ces gens-là de... Qu'est-ce qui bloque? Et en partie, ce qui bloquait, c'est qu'il y avait un concept du sujet humain comme quasiment naturel, avec des instincts naturels, que ce concept du sujet était lui-même pas du tout infléchi par les différences culturelles. Donc je me suis dit, bon, on va me démontrer que le moi a une histoire, que c'est pas la même chose pour les Grecs, pour les médiévaux, pour les Chinois, pour les Indiens, pour nous maintenant. Et comment expliquer ça? Il fallait à la fois écrire un récit,
et aussi un peu dégager les dimensions qui sont toujours présentes. Et une des dimensions qui est toujours présente, c'est, si vous voulez, la morale, l'éthique. C'est toujours un concept éthique du soi, du moi, parce qu'il faut qu'on définisse à un moment donné ce qui est vraiment important et comment on se relie à ce qui est vraiment important dans la vie. Alors ça peut varier de personne en personne, mais aussi toute la structure est très variable à de longues distances en histoire. Alors j'essaie d'explorer dans le livre une certaine conception de l'intériorité qui est complètement moderne. Je m'appelle Guillaume Saint-Laurent. J'ai terminé récemment un doctorat en philosophie à l'Université de Montréal sous la direction de M. Jean Grondin. J'ai fait ma maîtrise et ma thèse donc, sur l'œuvre de M. Taylor. Les sources du moi sont propres à intéresser à peu près n'importe qui parce que ça concerne, l'ouvrage veut nous aider à comprendre, donc à expliquer et à mieux décrire, à mieux caractériser l'émergence de la modernité en Occident. Et puis, donc, c'est très caractéristique, c'est ligne de force. Donc, qu'est-ce que ça signifie que d'être moderne? Et l'ouvrage vise, au fond, à mettre au jour, à mettre en relief ce que M. Taylor appelle les horizons de sens ou les horizons de signification au sein desquels nous avons à nous orienter en tant que moderne. Donc, en tant que moderne, donc, il y a des horizons de sens qui nous sont communs, et qui sont également spécifiques à la modernité occidentale. Et son idée, c'est qu'on peut les expliciter, on peut les mettre au jour de manière à mieux les comprendre, mais de manière à mieux s'y orienter, justement, à mieux s'y retrouver, à mieux s'y comprendre. C'est le but de l'ouvrage. Alors j'ai essayé de faire une espèce de récit mettant tout ça au clair. Évidemment, c'est un travail qui n'est jamais fini, on va refaire ça, etc. Mais je nous lançais en quelque sorte sur une autre piste, la piste du récit, la piste de la narration, la piste du changement profond dans l'histoire, la piste de voir des origines à certaines facettes du moi que nous prenons pour acquis maintenant. Alors, la réception, évidemment, est d'un côté, c'est une œuvre d'une érudition absolument incroyable. On a l'impression, dans cet ouvrage et dans quelques-uns qui ont suivi, que Taylor a littéralement tout lu et qu'il est capable d'un regard, philosophique, d'embrasser et de donner sens à, une trajectoire intellectuelle qui part des Grecs et qui se rend jusqu'aux penseurs du 20e siècle. Alors, d'articuler cela comme étant une sorte de progression où les uns répondent aux autres, qui répondent à ceux d'avant, etc., ça prend non seulement une érudition, mais également une manière de donner sens à un large courant historique qui a impressionné tout le monde. Je dirais que parmi les historiens de la philosophie, le principal reproche qu'on lui a peut-être adressé, c'est le fait que c'est trop propre jusqu'à un certain point comme récit. Qu'il plaque jusqu'à un certain point une grille interprétative préétablie sur des penseurs qui sont beaucoup plus complexes. Donc, c'est un livre qui fait 600 ou 700 pages, je ne sais plus. C'est un livre énorme. Mais chaque chapitre, quand on regarde l'auteur dont il traite, pourrait lui-même faire l'objet de vastes traités. Donc, forcément, Taylor est amené à devoir tirer à gros traits des portraits des auteurs dont il traite, que ce soit Descartes, Aristote, etc. Et donc, les spécialistes de chacun de ces auteurs se sont dit, attention, là, on y va un peu vite. De manière générale, je dirais que le reproche qui lui a peut-être été le plus adressé, c'est qu'il a une vision de l'histoire des idées et de l'histoire peut-être tout court comme étant une sorte de récit, alors que l'histoire n'est pas comme ça. C'est plus un fatras contingent d'événements et d'auteurs qui se succèdent, sur lesquels on plaque ensuite un récit que nous avons établi pour nos propres fins. L'ouvrage comporte deux grandes parties, si on veut. Une première où il essaie de clarifier, où il clarifie de fait cette idée d'horizon de sens. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça renferme? Il nous dit au fond que l'être humain est un animal qui s'auto-interprète constamment, qui vit au sein d'une pré-compréhension qu'il a de sa situation dans le monde, toujours.
Et cette précompréhension qu'il a de la situation dans le monde, de sa situation dans le monde, renferme elle-même plusieurs composants. Une identité narrative, c'est-à-dire un récit individuel et collectif qui conditionne, disons, notre prise sur les choses, notre prise sur le présent, le récit à partir duquel on se comprend, justement. Un imaginaire social aussi, c'est-à-dire une certaine conception de la société, ses possibilités de transformation, ses pratiques, etc., qui ont beaucoup changé, évidemment, dans le temps. Donc, identité narrative, imaginaire social, également une conception de l'être humain, de ce qu'il appelle le moi, précisément, le soi. Qu'est-ce que ce rapport réflexif particulier que nous avons aux choses? Comment on le conçoit? Ça a changé dans l'histoire. M. Taylor nous dit, on est des animaux qui s'auto-interprètent et on se comprend toujours, soi-même, en tant qu'être humain, de manière toujours particulière. Donc, autre composante, cette conception de l'être humain. Et puis, quatrième composante, est la plus importante. On a toujours une certaine conception, certaines intuitions fortes touchant ce qui fait une vie humaine digne d'être vécue. Ce qui fait que la vie, à nos yeux, vaut d'être vécue. Dans le domaine dans lequel je travaille, qui est la philosophie politique, il y a eu, disons, pendant longtemps, dans les années 70-80, un débat qui a été dominant entre ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore, les libéraux puis les communautariens. Les libéraux qui disent que, essentiellement, l'individualisme doit triompher, les droits individuels étant la principale manifestation de cela, et les communautariens qui disent, ben non, cette vision ne tient pas suffisamment compte de l'enracinement communautaire des individus et de l'importance pour les individus d'avoir des liens communautaires riches. Taylor arrive là-dedans comme une sorte de... comme faisant la synthèse des deux, et comme disant, écoutez, on ne peut pas comprendre l'individu dont les libéraux font l'apologie sans comprendre l'enracinement de l'individu dans de riches sources morales qui sont celles de la tradition et donc des sociétés occidentales. Vouloir que l'individu, dans sa forme riche et noble, telle que Taylor l'a décrit, puisse exister, c'est également vouloir certaines formes sociales et donc il va dans le sens, jusqu'à un certain point, des communautariens. Pas d'individu sans enracinement dans une certaine forme de vie. On se comprend, pas complètement, mais on se comprend beaucoup mieux si on comprend comment on est devenu ce qu'on est. C'est être toujours une narration, et la chose est vraie, de l'individu humain. On a une certaine histoire qu'on se raconte, pourquoi je suis devenu comme je suis. Mais c'est aussi vrai pour les cultures, pour les sociétés. On se comprend beaucoup mieux si on voit comment on est arrivé là. Alors ça présuppose qu'on comprend le passé dans cette différence et pour pouvoir dessiner le cheminement de là à ce que nous sommes. Et si on n'a pas cette dimension de profondeur, on se comprend beaucoup, de façon beaucoup plus superficielle, on peut dire. Oui. Chose certaine, Charles Taylor est assurément l'un des penseurs vivants dont l'œuvre est la plus discutée, la plus étudiée sur la scène internationale. En témoignent par ailleurs les nombreux prix et distinctions, donc le prix Templeton en 2007, le prix Berggruen en 2016. Donc, sa réputation ne souffre d'aucun démenti. Seulement son héritage, son legs, on pourrait parler d'une sorte de paradoxe dans la réception de son œuvre, au moins, en ce qui concerne le Québec. C'est qu'il est étudié avec beaucoup d'intérêt un peu partout dans le monde. En Asie, en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Mais voilà, au Québec, encore aujourd'hui, alors que pourtant il a pris sa retraite en 1997 à McGill et tout ça, il est encore... Son œuvre ne fait l'objet d'aucun cours, aucun séminaire, ce qui est un peu étrange, ça devrait être notre fierté. Et je pense qu'il y a là un grand manque à gagner. Taylor est, je dirais, disons, quand on regarde la densité
des philosophes politiques au Québec et au Canada, de manière générale, qui est probablement, là, per capita, là, par tête de pipe, beaucoup plus importante que dans d'autres pays. On peut prendre beaucoup des philosophes politiques les plus en vue aujourd'hui, que ce soit au Québec, à Montréal, au Québec ou au Canada, et retracer de manière soit parfaitement directe ou avec un peu d'indirection l'affiliation avec Taylor. S'il n'y avait pas eu Taylor, il est certain que la philosophie de manière générale, mais la philosophie politique peut-être de manière particulière, ne serait pas aussi riche ici qu'elle ne l'est. Bon, moi-même, maintenant étant arrivé à un certain âge, j'ai ma propre progéniture intellectuelle, et il est certain que le fait qu'ils aient étudié avec moi veut dire qu'en quelque part, ils ont également reçu quelque chose qui vient de mon propre, disons, d'un de mes propres mentors intellectuels, probablement le plus important, qui était Charles Taylor. Donc, la filière... Et ce qui est intéressant de voir et important, c'est que Taylor n'est jamais quelqu'un qui ait cultivé des disciples, au sens où il n'y a pas d'école taylorienne. Il n'y a pas des gens qui ne font que, disons, remplir un peu les blancs laissés ouverts par Taylor, mais toujours dans... Il y a des gens qui ont été formés par Taylor, qui n'auraient pas fait ce qu'ils font n'eût été de l'influence de Taylor, et qui sont en désaccord avec certaines des... Je pense que c'est la marque d'un grand pédagogue que de rendre une discipline, et peut-être même un certain nombre de questions à l'intérieur de cette discipline incontournable, sans nécessairement préjuger ou sans nécessairement déterminer chez les étudiants les réponses à ces questions. Et je crois que c'est le plus grand compliment qu'on peut faire à Taylor comme pédagogue, c'est qu'il a rendu certaines questions incontournables pour moi, certainement, et pour plusieurs générations, sans imposer de réponse à ces questions. Ben, ça m'a surpris parce que je croyais que c'était un peu excentrique. Les gens qui s'intéressent à la psychologie vont dire qu'il y a besoin de tout ça, les politologues me diront ça ne nous aide pas, etc. Mais, et aussi, je parlais beaucoup de littérature, parce que c'est une façon très, je crois, très marquante et très éclairante que de voir certaines grandes œuvres, etc. Alors, c'était pas situé dans une discipline particulière. Hein. Alors, j'avais cru que, surtout avec la structure de l'université actuelle, où tout le monde se concentre sur sa propre discipline, son propre sujet, puis on dit toujours, ben ça c'est hors jeu pour nous, ça ne touche pas. Je crois que ça allait tomber un peu inaperçu avec mes quelques petits groupes de gens qui disent. Et j'ai été surpris de voir combien ça a été retenu, commenté, discuté. Évidemment, pas nécessairement en sciences politiques au départ, mais par genre en littérature, en histoire, etc. J'étais vraiment très, très heureux de constater que la plupart des livres que j'ai écrits, les ai écrits, ça semble très égoïste, mais un peu pour moi, enfin, pour exprimer quelque chose qui m'a tracassé, que je voulais clarifier. Alors finalement, ça m'indifférait un peu si c'était très populaire ou non, je voulais faire ça. Monsieur Taylor conteste l'idée d'une séparation nette entre les deux domaines. Disons l'idée d'une simple raison, d'une raison qui opérait sans acte de foi, sans dimension de foi. Et puis, voilà, par ailleurs, le domaine des convictions religieuses, des convictions existentielles. L'idée de M. Taylor, c'est quand même que sur l'essentiel, touchant toutes les grandes questions de la philosophie, on a avant tout à faire quelque chose comme une foi en quête d'intelligence, toujours. C'est-à-dire que peu importe le positionnement, qu'il soit athée, qu'il soit religieux donc, ou non religieux, peu importe la religion, on part d'intuitions largement inarticulées, largement incoatives, si on veut, et puis on essaie et puis par la suite, en quelque sorte, on essaie de les formuler, on les met à l'épreuve. Mais on part d'intuition, d'abord. On part d'une sorte de pré-compréhension, un peu implicite, toujours risqué, comporte toujours un moment de confiance anticipatrice, justement. Et puis on avance, on essaie d'avancer. Mais tout ça toujours un peu par tâtonnement et ratification. M. Taylor conteste l'idée justement qu'on puisse tracer une ligne de partage nette entre le domaine de la science
d'une raison justement autocritique et autarcique, en fait, qui serait souveraine, et puis d'autre part, un domaine risqué de la foi où on adhère et où finalement toutes nos conclusions, toutes nos convictions ne peuvent convaincre, ne peuvent toucher que ceux qui y adhèrent déjà, en quelque sorte, donc qui exclurait toute forme de rationalité, toute forme d'argumentation. Il nous dit qu'il faut laisser tomber ce partage des eaux, là, cette théorie, parlant en termes traditionnels, une théorie des deux sources de vérité. Il y aurait deux sources de vérité, la raison d'une part, la foi de l'autre. Il nous dit qu'il n'y a pas deux sources de vérité. Il n'y a qu'une source, c'est notre précompréhension, notre expérience personnelle du monde. Au sein de ce département de sciences politiques, j'avais été chargé de, disons, l'historique, l'histoire de la pensée politique, de la théorie politique. Alors, il fallait commencer avec Platon et Aristote, etc. Alors, ce que j'ai fait là-dedans, encore une fois, je rompais avec une certaine tradition où les théoriciens politiques parlent avec, comme si Platon avait les mêmes problèmes que nous, mais d'autres solutions. Hein? Alors, la position du problème, qui devrait gouverner, quelles sont les qualifications pour les postes de gouvernement, mais il faut regarder que leur conception de la politique, de la police, est complètement différente. La structure de la police était quelque chose qui, oui, avait certaines, disons, affinités assez lointaines, mais nous avons repris beaucoup des Grecs, mais un contexte très, très différent. Alors j'essaie toujours d'expliquer à mes élèves qu'est-ce que c'était que la police, quels étaient les grands mobiles acteurs là-dedans, comment Platon est intervenu pour, en quelque sorte, mettre en doute, mettre en cause ces mobiles principaux des acteurs, etc., surtout la compétitivité, etc. Oui. Alors, il fallait toujours, dans mon enseignement, que l'on comprenne comment les problèmes ont évolué, parce que la situation humaine, la structure de la police ou de l'entité politique ont varié, et il faut voir tout ça ensemble. Cette évolution, il faut voir de façon multidimensionnelle. Pas seulement différentes réponses aux mêmes questions, mais une évolution des questions et une évolution de l'argument entre les différents points de vue, etc. Alors ça a été central pour mon enseignement. C'est le premier ouvrage que j'ai découvert. J'ai commencé par explorer la première partie, parce qu'on en parlera certainement, mais l'ouvrage comporte deux parties. Une première qui relève un peu de l'anthropologie philosophique, de la conception, une conception philosophique de l'être humain. On travaille sur certaines distinctions fondamentales entre l'être humain, entre le vivant et le non-vivant, la personne humaine et puis l'animal. Donc des articulations essentielles. Et puis ça a franchement piqué ma curiosité. Et puis toute la partie historique également. Donc j'ai plongé dans les sources du moi, pour ensuite plonger dans l'âge séculier qui venait tout juste de paraître, on va dire, donc The Secular Age qui est paru en 2007. Et puis voilà, j'ai décidé de travailler sur cet auteur-là. C'était sous la direction de M. Michel Seymour à ce moment-là. Et puis je n'ai jamais quitté l'œuvre depuis, jusqu'à tout récemment. Ben, je crois qu'on devient philosophe de la façon suivante. Quand des questions qui sont vraiment brûlantes de cette même façon, on croit qu'il y a quelque chose là que les autres ne reconnaissent pas et on veut le prouver à soi-même qu'on n'est pas toqué, mais à des niveaux très profonds, structurellement profonds, dans une discipline ou une autre. Alors, il y a une philosophie de l'histoire où on essaie de voir les fondements même de l'histoire. Il y a des philosophies de la psychologie, il y a des philosophies de la politique, etc. Alors, il y a toujours, mais c'est des concepts absolument de fondation, hein, qui jouent un rôle de fondation dans ces différents domaines. Et aussi, on a ce sentiment, il y a quelque chose qui accroche, que je devrais changer, que je devrais remanier d'une autre façon. Alors les gens nécessairement te traitent comme un peu un fou, mais on est en quelque sorte poussé à clarifier ce qu'on pense soi-même pour prouver que, oui, on n'était pas complètement
à côté de la traque. C'est vraiment quelqu'un qui, par sa personnalité, et je crois que c'est quelque chose d'unanime, les gens qui l'ont fréquenté, c'est quelqu'un qui inspire par son enseignement. C'est quelqu'un qui est capable, dans une salle de classe, premièrement, d'happer l'attention de ses étudiants et également de leur faire sentir que les questions les plus abstraites de philo ou les questions l'histoire de la philo est d'une importance terrible pour comprendre ce qui nous arrive dans le monde d'aujourd'hui. Hein, qu'on peut être en train de parler d'Aristote, mais en fait, on est en train de parler également de la modernité. Donc, il y a quelque chose de très inspirant. Je me suis inscrit à la maîtrise et je travaillé avec lui à la maîtrise et on a eu la chance d'être les derniers étudiants à avoir lu le dernier, c'était plus un brouillon à cette époque-là, c'était la version presque finale de Sources of the Self, donc en 1984. Donc, quand je lis le livre aujourd'hui, je vois non seulement le livre, mais je vois également le texte que Taylor nous circulait en version encore pré-publication. Donc, ça a été en même temps quelque chose de très inspirant, non seulement à cause du contenu, mais pour nous, étudiants qui en étions à nos premières armes, de sentir que même si ce n'était que de manière très marginale, nous faisions partie d'un processus qui allait donner lieu à une œuvre qui, aujourd'hui, fait figure d'une des grandes œuvres de la philosophie du 20e siècle. Donc, il y avait quelque chose de très exaltant. Taylor était quelqu'un qui était, comme enseignant, très généreux avec les étudiants. Il tenait compte des commentaires qu'on lui faisait, parfois pour les réfuter, mais toujours de manière très gentille et pédagogique. Mais parfois, on sentait que, un étudiant lui avait fait voir quelque chose qu'il n'avait pas nécessairement vu, et à ce moment-là, on se disait, peut-être qu'on pourrait, nous aussi, faire un peu comme il l'a fait, et quelque chose d'extrêmement inspirant.